Le quatrième grand courant de la psychologie s'appelle le behaviorisme et il peut se résumer par l'idée que tout comportement résulte d'un apprentissage. On peut noter que les débuts du behaviorisme remontent au début du XXe siècle et qu'il s'agit du premier grand paradigme de la psychologie. Voyons les précurseurs et les fondateurs de ce courant. Le précurseur du behaviorisme, le précurseur principal s'appelle Pavlov, médecin et physiologiste russe qui a reçu le prix Nobel de physiologie et médecine en 1904. Et Pavlov menait des travaux sur la digestion et les réflexes. Le premier fondateur du behaviorisme aux États-Unis s'appelle John Watson, donc psychologue américain, auteur du manifeste behavioriste, ce qui est considéré en fait comme le manifeste behavioriste. Il s'agit d'un article et qui était intitulé La psychologie telle qu'un behavioriste la voit. Watson a mené des travaux sur l'apprentissage. On verra que la psychologie behavioriste est essentiellement une psychologie de l'apprentissage et également sur la psychologie de l'enfant. Et le deuxième fondateur du behaviorisme, toujours aux États-Unis, Skinner. Donc Skinner était un psychologue extrêmement influent. En fait, une étude réalisée en 2002 a désigné Skinner comme étant le psychologue le plus influent du XXe siècle. Et Skinner a réalisé donc des travaux sur l'apprentissage et l'éducation. Je vais présenter maintenant le concept central du behaviorisme. Il s'agit du concept de conditionnement. Dans la théorie behavioriste, conditionner un comportement consiste à faire apprendre ce comportement. Et on verra qu'il existe deux types de conditionnement. Premièrement, le conditionnement classique, ou conditionnement pavlovien. Et deuxièmement, le conditionnement opérant. Donc je vais présenter ces deux types de conditionnement successivement. Donc la question ici est de savoir comment on fait pour conditionner un comportement, comment on fait pour faire apprendre un comportement à un individu. Commençons par le conditionnement classique, ou conditionnement pavlovien. Donc le principe de ce conditionnement, on produit un comportement qu'on va appeler répondant, qui est un comportement involontaire, c'est-à-dire que le comportement qu'on va faire apprendre à l'individu sera un comportement au final qui sera produit de façon involontaire par l'individu. Donc un comportement répondant en réponse à un stimulus. Et pour ce faire, on va agir avant le comportement, on va agir en amont du comportement. L'expérience classique, prototypique du conditionnement classique, c'est l'expérience qui a été réalisée par Pavlov, donc sur le fameux chien. Donc, dans un conditionnement classique, on procède en 3 temps. Dans le premier temps, on met en évidence un schéma qu'on appelle un réflexe, c'est-à-dire un stimulus qui va déclencher par réflexe un comportement, une réponse. En l'occurrence, dans cette expérience de Pavlov, le réflexe en question, c'est le fait de présenter de la nourriture à un chien, déclenche par réflexe le fait de saliver chez le chien. Donc comportement de salivation. Dans un deuxième temps, avant de présenter la nourriture au chien, on présente systématiquement un son de cloche. Donc la présentation de la nourriture au chien est systématiquement précédée par l'émission d'un son de cloche. Et dans un troisième temps, on obtient le résultat souhaité.
on constate que, à partir d'un certain moment, après une certaine quantité de répétition de cette séquence, on constate que le son de cloche déclenche par lui-même la salivation chez le chien. Donc, maintenant on va voir les termes, le jargon du conditionnement classique. Donc dans le temps 1, la nourriture qui déclenche par réflexe la salivation, la nourriture s'appelle le stimulus inconditionnel, et le fait de saliver chez le chien s'appelle une réponse inconditionnée. Dans le deuxième temps, où on fait précéder la présentation de la nourriture par le son de cloche, donc la nourriture s'appelle toujours le stimulus inconditionnel, et le son de cloche s'appelle le stimulus neutre. En fait, pourquoi stimulus neutre? Parce qu'un son de cloche ne déclenche pas par réflexe la salivation chez le chien. Et dans le troisième temps, lorsque le son de cloche déclenche le fait de saliver chez le chien, le son de cloche s'appelle un stimulus conditionnel. Et la salivation s'appelle cette fois la réponse conditionnée, donc c'est le comportement qui a été conditionné, qui a été appris. Donc le chien a appris à saliver en réponse au son de cloche. Voyons maintenant le deuxième type de conditionnement, le conditionnement opérant. Donc ce type de conditionnement produit un comportement qu'on va appeler opérant et qui est cette fois-ci volontaire, en opposition au comportement involontaire produit par le conditionnement classique. C'est-à-dire que les comportements qui seront issus d'un conditionnement opérant, donc qui seront appris par un individu, ces comportements, à l'issue de l'apprentissage, seront produits de façon volontaire par l'individu et non pas de façon automatique, involontaire, comme le fait de saliver chez le chien par exemple. Cette fois-ci, on ne va pas agir en amont du comportement, on va agir en aval, on va agir après le comportement. Et on va agir par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des variables de contrôle, et il y en a 4 types. Les voici: renforcement positif, punition positive, renforcement négatif, punition négative. Ces 4 variables de contrôle sont issues du croisement de 2 paramètres. Premièrement, le fait d'augmenter la probabilité du comportement, ou le fait de la diminuer. Et le deuxième paramètre, le fait de présenter un stimulus ou le fait de retirer un stimulus. Donc, premier cas de figure, renforcement positif. Un renforcement positif est obtenu lorsqu'on présente un stimulus et que ce stimulus augmente la probabilité du comportement. Par exemple, acheter un cadeau à un enfant qui a obtenu une bonne note à l'école, c'est un renforcement positif. On présente un stimulus, en l'occurrence un cadeau, et cette présentation augmente la probabilité chez l'enfant de bien travailler à l'école. Deuxième cas de figure, punition positive. On présente un stimulus, mais cette fois-ci, cette présentation va diminuer la probabilité du comportement. Par exemple, le fait de donner une sanction à un enfant qui a obtenu une mauvaise note à l'école est une punition positive. On présente un stimulus, en l'occurrence une sanction, et cette présentation va diminuer la probabilité de mal travailler à l'école. Troisième cas de figure, renforcement négatif. On retire cette fois-ci un stimulus, et cette suppression va augmenter la probabilité du comportement. Par exemple, imaginons un enfant qui fasse ses devoirs en présence d'un bruit dérangeant. Le fait de retirer ce bruit, de le supprimer, va augmenter chez l'enfant le fait de faire ses devoirs, la probabilité de ce comportement.
Donc on parle ici de renforcement négatif. Et puis le dernier cas de figure, punition négative. Donc on retire un stimulus et cette suppression va diminuer la probabilité d'un comportement donné. Par exemple, confisquer un jouet à un enfant qui a obtenu une mauvaise note à l'école. Donc on retire, on supprime un stimulus, le jouet, et cette suppression va diminuer la probabilité chez l'enfant de mal travailler à l'école. Donc on parlera de renforcement pour des éléments qui vont augmenter la probabilité d'un comportement donné, et on parlera au contraire de punition pour des actions qui vont diminuer la probabilité du comportement. Le fait de présenter, on parlera de positivité, et le fait de retirer, on parlera de négativité.